de l'islam avec Amir Taheri. Amir Taheri a été rédacteur en chef d'un grand quotidien de Téhéran et fut témoin de la révolution islamique. Il a publié une très importante étude sur Khomeini, un ouvrage bien documenté et audacieux. Dans la biographie que vous avez faite de Khomeini, vous montrez bien l'évolution, à travers l'évolution de Khomeini, vous montrez bien l'évolution de l'Iran. Khomeini a toujours été une image rigide de l'islam et il y avait des mouvements très forts derrière lui depuis toujours. Oui, certainement. Mais vous savez, la révolution islamique en Iran et ailleurs est d'habitude présentée par certains observateurs occidentaux comme un rejet de l'Occident. Mais ce n'est pas vrai parce que l'Occident, en sa totalité, la culture occidentale, la civilisation de Renaissance n'était jamais présentée aux Iraniens ou au peuple musulman. On avait, par exemple, des armées occidentales, de l'administration occidentale, des banques occidentales, etc. Mais d'autres idées occidentales, comme par exemple le pluralisme, la démocratie, les droits de l'homme, etc., n'étaient jamais offerts au peuple musulman. Je suis convaincu que si c'était offert au peuple musulman en Iran ou ailleurs, il serait accepté et adopté. Donc ce n'était pas un rejet d'occidentalisation ou de modernisation, c'était un rejet de différentes formes de tyrannie qui se présentaient comme, si vous voulez, des versions locales de la civilisation occidentale. Mais pourtant, le Shah, dont vous étiez un opposant, Oui. le Shah d'Iran représentait en quelque sorte les valeurs occidentales pour les Iraniens, non? En tout cas pour une partie des Iraniens, puisqu'ils ont réagi à l'autre extrême après. Dans l'apparence seulement. Mais les idées d'Occident sont quoi? C'est le respect pour l'individu humain, que l'être humain a des valeurs intrinsiques. C'est l'idée de gouvernement par la loi, c'est obéissance à la loi, c'est égalité des femmes et des hommes. Ces idées-là n'étaient pas appliquées en Iran. Occident, ça veut dire le régime parlementaire, ça veut dire la liberté de presse, ça veut dire la liberté d'expression, ça veut dire la liberté d'entreprise, la liberté de disposer de soi-même. Tout ça n'existe pas, mais l'Occident, ça ne veut pas dire, je ne sais pas, des divisions de blindés super modernes ou d'une armée de l'air super moderne, ça ne veut pas dire des voitures blindées, ça ne veut pas dire des apparences. Oui. Mais ce que les gens se demandent, enfin ce que les observateurs et les gens de l'extérieur, les Occidentaux se demandent, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le chiisme, qu'est-ce qui entraîne dans le chiisme cet extrémisme? C'est une religion fondée sur des principes simples. Tout pouvoir politique appartient à Dieu. Dieu exerce ses pouvoirs à travers des imams. Le dernier imam a disparu il y a presque 10 siècles. Donc il y a des régents de cet imam, ça veut dire des ayatollahs, qui, comme les sages de Platon, doivent assumer la tâche de gérer la société. Donc tous les gouvernements non religieux est par définition illégitime. Tous les gouvernements iraniens, tous les gouvernements dans les pays à prédominance chiite, comme en Irak par exemple, ou maintenant au Liban, ont ce problème de légitimité. Donc pour la première fois dans l'histoire de l'Iran, nous avons un gouvernement dirigé par Ayatollah Khomeini qui représente Dieu sur terre. Donc il n'y a pas de question de légitimité. Mais on peut être chiite sans être extrémiste, non? Bah, difficilement. Ça dépend de... Vous savez, c'est... Ce qu'on voit maintenant, ce mouvement islamique, c'est une expression radicale des griefs vraiment qui sont radicales par nature. Il y a le problème de pauvreté, il y a le problème de tyrannie, il y a des séquelles de colonialisme, il y a le problème d'Israël qui n'est jamais accepté par les musulmans, à tort ou à raison. Donc,
dans les années 50, ces griefs étaient représentés par le mouvement nationaliste Mossadegh, qui a nationalisé le pétrole iranien et chassé les Britanniques. Dans les années 60, ces griefs étaient représentés par Nasser, le président égyptien, qui a nationalisé le canal de Suez et a pourchassé les Anglais, les Français. Dans les années 70, c'était représenté par les Palestiniens, Arafat, et dans les années 80, c'est Khomeini. Et après lui, il faut trouver autre chose. Mais les griefs sont là, il faut vraiment les prendre au sérieux et trouver des solutions. Oui. Est-ce qu'on se trompe quand on croit, justement, vous venez de montrer de quelle façon ça s'est exprimé, si on croit que son expression actuelle est plus menaçante Certainement, qu'elle ne l'était? oui, c'est plus menaçante pour diverses raisons. D'abord, c'est le poids économique des pays musulmans est beaucoup plus grand aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Dans les années 50, vraiment, le PNB d'Iran, c'était aux alentours de 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est 70 milliards de dollars. C'est pas la même chose. La population a augmenté. En Iran, aujourd'hui, il y a 42 millions. À l'époque, on avait 15 millions. Et donc, le nombre de musulmans, c'est peut-être aux alentours d'1 milliard maintenant. Et avec un taux de croissance vraiment très très fort, aux alentours de 3%, c'est beaucoup, c'est la plus grande dans le monde. Donc le poids politique des musulmans et démographique des musulmans a augmenté aussi. Oui. En même temps, il y a bien sûr le jeu entre les superpuissances, des intérêts que les États-Unis ont aujourd'hui au Moyen-Orient, l'Union soviétique aussi, qui était presque totalement absent dans les années 50 et même début des années 60, mais maintenant sont fortement impliqués dans la région. Et autre chose, c'est que dans les années 50 et 60, les élites musulmanes étaient encore séduits par les idéologies occidentales. On parlait de socialisme, de nationalisme. Le nationalisme en particulier, oui. Oui, mais même de socialisme, Oui, socialisme arabe, socialisme iranien, socialisme turc, de laïcisme, etc. Tous ces ismes avaient leur audience. Par exemple, le Parti communiste iranien, le Parti Tudeh, c'était le plus grand parti communiste en dehors de l'Occident. Et de Chine, bien sûr, je veux dire, dans les pays non communistes. Mais maintenant, il y a presque plus de communistes dans le monde d'islam, il y a presque plus de socialistes, plus de libéraux, plus de nationalistes. Et ils sont tous battus et c'est maintenant l'heure des intégristes, si vous voulez. Oui, mais pour vous, ça n'est pas une question de croyance, alors, au fond. Non, je le rappelle, l'islamisme, c'est un mouvement politique. C'est un mouvement politique qui se base sur les idées de l'islam, qui utilise, si vous voulez, cette passion des musulmans pour leur foi, pour des fins politiques. Et on ne peut pas mobiliser des grandes masses musulmanes aujourd'hui avec les idées de Lénine ou de Marx ou de Mao, ou, pour ne pas parler des philosophes libéraux, etc. Mais avec l'islam, en disant que votre foi est en danger, qu'on va convertir tout le monde à l'islam, qu'on va créer le grand empire islamique, qu'on va récupérer Andalousie et tout ça, ça crée un rêve et une mythologie qui sont nécessaires pour chaque mouvement politique. Mais en même temps, il y a des défenseurs de l'islam, il y a des gens même qui se sont convertis à l'islam, des Occidentaux, qui considèrent que cet extrémisme, c'est une déformation. Oui, ce n'est pas ce que vous nous dites, puisque vous dites que l'essence même, c'est de ne pas admettre les gouvernements civils, laïcs, que forcément... Il n'y a pas de laïcisme en islam, il n'y a pas une division. Donc il ne peut pas avoir de démocratie, démocratie, bien sûr. Non, non, avec l'islam comme théorie d'État, non, on ne peut pas avoir la démocratie. D'ailleurs, Ayatollah Khomeini a dit que la démocratie mène à la prostitution. Donc donc pour vous, ça n'est pas une déformation Non, non, je ne veux pas. C'est vraiment... Il y a beaucoup d'intellectuels musulmans qui essayent de... je ne sais pas, vendre cette idée que ça, c'est une déformation, ce n'est pas islamique. Mais il me rappelle des communistes à l'époque de Staline qui disaient « Ah, Staline, ce n'est pas de vrai communisme, c'est autre chose, c'est une déformation de communisme, etc. » Ou les chrétiens qui parlant de l'Inquisition, on parle d'une déformation.
Mais les origines d'inquisition, on peut les trouver en christianisme. Le christianisme n'est pas seulement l'inquisition, mais Oui. c'est aussi l'inquisition. Est-ce que l'islam, c'est seulement la Non, théocratie? non, Voilà. l'islam, c'est aussi la théocratie et aujourd'hui aussi le terrorisme. Mais ce n'est pas seulement ça. Tout ce que fait Khomeini et ses amis, Khomeini et ses amis est islamique. Mais l'islam n'est pas seulement ce que Khomeini et ses amis font. L'islam, c'est une civilisation, c'est une culture, c'est un mode de vie beaucoup plus large. Et on trouve à l'intérieur de l'islam, Khomeini, on trouve des terroristes de partis d'Allah. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur eux qui ont tué les marines américains à Beyrouth et terrorisent le Liban aujourd'hui. Il y a des frères musulmans qui assassinent leurs ennemis comme un devoir. Il y a des intégristes en Malaisie qui brûlent les Chinois, qui incendient la maison des Chinois pour les brûler vifs. Et il y a tout le monde, mais il y a aussi des gens comme Soufi Faridpouri, c'est un saint de Bangladesh qui s'assoit par terre et qui prie à Allah et qui attire 5 millions de gens par an dans son village. Oui. Un nombre plus grand que le nombre de pèlerins à la Mecque. Fantastique, oui. Oui, donc tout ça, Oui. Et Donc- l'islam, c'est moi aussi qui aspire Oui, que justement. mon peuple finalement arrive dans le XXe siècle, qui partage cette expérience merveilleuse de l'humanité et qui donne tout ce qu'il peut pour avancer de l'humanité vers de bonheur, vers de prospérité, vers des conquêtes scientifiques encore plus grandes. Oui. Est-ce que vous êtes croyant? Moi, je suis croyant dans la mesure que je me considère culturellement musulman. L'islam, c'est ma civilisation et ma culture. J'étais bien sûr éduqué en Angleterre depuis, comment on dit en français, ma Tendre tendre enfance. enfance, mais quand même... Mais comme beaucoup de vos compatriotes oui, du même milieu. Oui, comme des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Oui. Mais je veux dire, je me considère musulman. Parce qu'à l'extérieur de l'islam, je serais sans bagage culturel, sans un héritage de civilisation. Oui. Et sur le plan de la croyance, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être musulman? C'est partager certaines valeurs qui me sont transmises par nos philosophes, par nos poètes, par Hafez, par Rumi, par Sadi, par Ghazali, des grands saints de l'islam qui n'ont rien en commun avec Khomeini, sauf, si vous voulez, une origine. Mais notre origine à tous, c'est commune. Oui. Est-ce que vous sentez des affinités avec les chrétiens? Certainement, bien sûr. D'abord parce que le christianisme est une des 3 religions Révélées, reconnues par l'islam. Les 2 autres sont le judaïsme et le zoroastrianisme, qui n'est pas révélé selon l'islam, mais c'était accepté parce que l'Iran était zoroastrien avant l'islam, donc on ne pouvait pas l'ignorer totalement. Certainement, j'ai appris beaucoup de choses de la civilisation chrétienne. L'idée vraiment de la fraternité humaine, l'idée d'égalité devant Dieu, qui n'existe pas en islam, parce qu'en islam, tous les êtres humains ne sont pas à l'égalité. Les croyants sont plus égaux, si vous voulez, que les autres, que les non-croyants. Les hommes sont plus importants que les femmes, etc. Mais ce qui m'attire en christianisme, c'est cette idée d'égalité devant Dieu. Oui. Que représente pour vous Khomeini? Khomeini représente 2 choses. D'abord, une tentative de créer à la base d'islam une réponse à nos problèmes d'aujourd'hui. Et il va échouer. Et il commence d'ailleurs déjà parce que... Et vous espérez qu'il échoue, bien sûr. Oui, mais ça c'est une bonne affaire personnelle. Oui, bien sûr. Je parle... Non, j'ajoutais. Oui, merci. Mais et les intellectuels musulmans commencent déjà à s'organiser pour riposter au Khomeini. Ils n'ont plus peur. Ils avaient peur il y a 3 ou 4 ans. Ils n'osaient pas parler à contre-courant, etc. Mais de plus en plus, il y a là des gens qui commencent à parler. Récemment, j'ai
rencontré une demi-douzaine d'intellectuels musulmans de plusieurs pays, de la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Irak, l'Iran. Et on a parlé presque toute une nuit de l'avenir de l'islam. Et c'est la première fois que des cercles comme ça se constituent partout dans la terre d'islam et ailleurs pour vraiment parler de l'avenir de l'islam. C'est la première chose que Khomeini représente. Deuxième chose qu'il représente, c'est beaucoup de griefs assez vrais qu'on ne peut pas nier que le peuple iranien sentait. Le peuple Bien sûr, il iranien, ne serait pas porté comme il non. l'est si ça ne correspondait pas à un certain nombre de réalités. Certainement. Oui. Le peuple iranien, les gens comme moi, d'ailleurs aussi, se sentaient comme, si vous voulez, des petits chiens de madame qui sont bien nourris, bien logés et caressés parfois, mais qui n'ont aucun pouvoir politique. Mais parfois, on préfère d'être un loup dans un désert vraiment tout seul, etc., d'être un chien de madame. Le Shah nous disait, vous allez m'écouter, vous allez dire rien, vous allez m'applaudir, etc. Je vais vous donner une vie économique plus prospère. Bon, d'accord, c'était en partie vrai pour au moins des classes moyennes et des gens dans les villes. Mais l'homme ne vit pas par le pain seulement, comme on dit en christianisme. Donc, c'était vraiment le manque de respect, la dignité, et le droit de faire ses erreurs, le droit de faire ses bêtises soi-même, mais après payer la note aussi. Et une grande nation comme l'Iran ne pouvait pas être traitée comme un petit enfant qui doit écouter le père tout le temps. Nous avons fait une terrible erreur, maintenant nous payons, d'accord. Il y a des centaines de milliers d'Iraniens qui sont morts, il y a la guerre avec l'Irak, il y a une révolution qui a déchiré le pays, il y a un débat terrible à l'intérieur de chaque famille iranienne qui continue, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une révolution, ce n'est pas un garden party. Oui, bien sûr. Est-ce que vous comprenez les chrétiens qui se convertissent à l'islam? Les chrétiens ont toujours cette tendance de trouver, je ne sais pas, d'autres choses, surtout en Europe, c'est au communisme, l'islam, au bouddhisme, le voyage à Katmandou, et tout ça, ce sont des... Pour vous, c'est une expérience exotique, alors? Oui, oui, c'est vraiment une quête d'exotisme. Parce qu'on n'a pas besoin de se convertir à l'islam du tout pour partager les valeurs de l'islam. Mais qu'est-ce que ça veut dire se convertir en islam? Qu'est-ce qu'on fait? En Europe, par exemple, si vous vous convertissez à l'islam, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce serait difficile pour une femme. Pour une femme, vous le disiez tout à l'heure. Mais il y a des milliers de femmes qui se convertissent aussi. C'est vraiment des... Et qu'est-ce qu'on fait après? Vraiment, je ne comprends pas ça du tout. Je ne veux pas les décourager, c'est leur affaire, mais la conversion, même les musulmans qui se convertissent au christianisme, je ne comprends pas ça, parce qu'on n'a pas besoin de se convertir officiellement à, je ne sais pas, une religion pour partager ses valeurs. Oui. Que vous disait-on des chrétiens quand vous étiez petit, dans votre petite enfance, quand vous étiez éduqué religieusement? Bah, rien du tout. Non, c'est la propagande anti-chrétienne. C'est maintenant qu'on trouve dans les textes d'école en Iran. Ça n'existait pas quand vous étiez petit? Non. J'avais vraiment, on ne pouvait pas distinguer les chrétiens des musulmans du tout. Sauf les chrétiens avaient le droit de ne pas assister aux cours de Coran et instructions religieuses. Donc, on était jaloux parce que ils étaient plus heureux, ils pouvaient aller au cinéma ou aller se balader. Mais justement, parce que la vie, quand on est islamique, la vie quotidienne n'est pas drôle. Je regarde par exemple la position islamique sur les mœurs, c'est pas quelque chose de facile à vivre tous les jours. Non, c'est comme Khomeini dit, ce n'est pas une religion de joie. Le Dieu n'a pas créé l'homme pour venir sur terre s'amuser, pas du tout. Ni pour être heureux. Non, pas ça. Il ne faut pas vraiment penser qu'on est dans un paradis terrestre, non. Il faut attendre le paradis
qui est promis aux croyants. Oui. Mais en Iran, c'était un cas à part parce que il n'y a pas des chrétiens d'Iran, il y a des Iraniens chrétiens. Il n'y a pas des juifs d'Iran, il y a des Iraniens juifs qui étaient là de C'est-à-dire, temps. expliquez-nous la distinction. La distinction, c'est que une des premières églises chrétiennes s'était créée en Iran. C'était the Persian Church. Dans le temps des grands schismes de l'Empire romain, et les chrétiens sont venus en Iran. Ils ont converti beaucoup d'Iraniens. L'Iran était à l'époque zoroastrien. Une des plus vieilles églises du monde, Santadé, c'est au nord d'Iran. Donc, ce ne sont pas une minorité arrivée d'ailleurs, ce sont des Iraniens qui étaient chrétiens. Et ils ne sont pas poussés dans des ghettos économiques ou sociaux, par exemple. Ils sont dans tous les domaines de vie. Il y a des paysans chrétiens, il y a des artisans, il y a de tout. Ce n'est pas comme dans certains pays où les chrétiens sont, par exemple, seulement des orfèvres ou des banquiers, etc. La même chose pour les juifs, les Iraniens juifs, que de temps de quand Esther, qui était juive, était la reine de Artaxerxès. Donc, ils étaient là même avant mes ancêtres, peut-être. Donc, et autre chose, c'est la question des noms, parce que nous portons tous les noms iraniens ou islamo-iraniens. On ne peut pas savoir qui est musulman, qui n'est pas musulman. Par exemple, votre nom, Amir Tahiri. Amir Tahiri, ça pouvait être le nom d'un juif ou d'un chrétien aussi. Donc cette confusion était heureuse pour pouvoir vivre en oui, bon entendement. C'est dommage que maintenant M. Khomeini et ses amis essayent vraiment de pousser les Iraniens juifs ou les Iraniens chrétiens ou les Iraniens baha'is dans des ghettos. Et dans le cas des baha'is, d'essayer de les convertir à l'islam par force. Est-ce que c'est difficile d'être musulman et de penser comme vous pensez dans le contexte actuel? Oui, c'est très difficile, mais c'est un défi que je l'accepte. Ça peut même être dangereux. Oui, mais quand on est journaliste et qu'on écrit. Oui, mais toute la vie est dangereuse. Est-ce que vous avez entendu de quelqu'un qui sort de la vie vivant? Pas important. Oui, mais à part ça, un peu plus quand même. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je dois écrire ce que je crois et je dois essayer de... Mais est-ce que vous y pensez quand même? Non, non. Sauf quand on parle, comme maintenant. Oui. Parce qu'il y a des journalistes occidentaux en général, quand ils écrivent des articles, ils n'ont pas peur éventuellement à des représailles. Non, moi j'ai peur de rien, non. Surtout pas de M. Khomeini, non. Mais comment vous avez été élevé pour être comme ça? Parce que tous vos compatriotes ne sont pas comme vous. Une question de nature, là, ou une question de... Je ne sais pas vraiment, c'est un point embarrassant d'ailleurs de discuter, mais ça, depuis... Même avant la Révolution, j'ai écrit dans mon journal que je suis contre la Révolution, contre toutes les révolutions, parce que je considère... Dans le grand quotidien dont vous étiez rédacteur en chef? Oui, oui. À Téhéran. Oui, parce que je considère les révolutions des bêtises, si vous voulez, mais inévitables en même temps. Oui. Et depuis, je parle, j'écris pour beaucoup de journaux aux États-Unis, en Angleterre, en France, oui. Et je fais beaucoup de conférences... parce que je dois parler, je ne peux pas rester comme ça, regarder. C'est le destin de mon peuple et aussi le destin de la civilisation islamique qui est en jeu. Oui, mais est-ce que c'est difficile de vivre cette marginalité-là quand même? C'est moins difficile maintenant parce que, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, il y a des gens qui commencent à parler. Parce qu'on a besoin quand même de se sentir un peu en accord avec... Oui, la riposte est en train d'être organisée, parce que finalement, l'islamisme n'a pas de réponse. Il y a 7 ans que M. Khomeini est au pouvoir, l'Israël est toujours là. Et il a dit, nous allons éliminer Israël. Moi, je ne veux pas éliminer Israël du tout, mais je parle... Oui, bien sûr. Et les États-Unis, ils sont dans le Golfe Persique, plus que jamais. Ils contrôlent vraiment tout, là. Les princes de l'Arabie Saoudite sont toujours là. La guerre Iran-Irak est toujours là. Saddam Hussein, le président irakien, il est toujours là. Et quel est le bilan? 1 million d'Iraniens morts, 1 million de... Comment il se fait que ces chiffres-là, on en parle très peu? Ben, je ne sais pas, parce que peut-être le média international ne s'intéresse pas.
ce que passe en Iran, parce que c'est si exotique, si étrange, si Si menaçant, si menaçant aussi. oui, si en dehors de toute raison et de toute logique, quand vous l'ignorez, quand vous l'oubliez, mais c'est la réalité. Oui. Il y a des gosses de 10 ans et 12 ans qui sont envoyés sur les... Qui font la guerre, oui. Oui, sur les champs de mines. Au nom d'Allah. Oui, avec une clé plastique de paradis à leur cou. Oui. Mais petit à petit, les gens ne sont pas bêtes quand même. Ils commencent à s'apercevoir qu'est-ce qui se passe. Oui. Mais ça fait beaucoup de cadavres quand même pour en arriver Oui, là. oui, même un seul, c'est beaucoup. Oui. Beaucoup trop. Mais je me sens moins isolé maintenant parce que heureusement, les gens, les intellectuels musulmans commencent à résister, n'ont pas peur comme il y a 3 ans ou 4 ans. Partout, en Indonésie, au Pakistan, en Égypte, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, les intellectuels commencent à écrire, commencent à répondre aux Khomeini, commencent à dire non et pire à l'islamisme. Sans se dissocier sans se dissocier de la religion musulmane. C'est ça qui est important. Non, pourquoi se dissocier là, on ne peut pas laisser à Khomeini le monopole d'islam, parce que l'islam est la religion de masse, a beaucoup d'attrait pour le peuple. Pourquoi de laisser à lui le monopole, je ne sais pas, de tout ça? Pas du tout. C'est son jeu de nous qualifier comme des non-musulmans, et après, tout est permis. Il faut nous tuer. Nous deviendrons mahdouratam, ça veut dire les gens qu'il faut tuer. Mais en disant que non, nous sommes des musulmans, que nous sommes peut-être plus musulmans que Khomeini, parce que nous représentons un islam progressiste, un islam dynamique, un islam qui promet du bonheur à ses citoyens. Pourquoi pas? C'est ça. Amin Taheri, je vous remercie. Rappelons qu'Amir Taheri a publié chez Ballant en 1985 une étude fort bien documentée sur Khomeini et la révolution islamique.